sagesse au sens de connaissance, au sens de connaissance. Au sens de connaissance, qu'est-ce que c'est que la connaissance? C'est la connaissance de ce qui est. Donc cette sagesse dont je parle, c'est être éveillé à la présence de ce qui est, de la réalité de cette vie, de cette existence et de la réalité de la vie humaine. L'art de vivre, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont je vais vivre cette connaissance et cette sagesse. La manière dont cette sagesse va imprégner mon existence, va imprégner chacun de mes actes, va imprégner et guider, va être le support, le fondement de chacune de mes relations avec les autres êtres vivants et avec les êtres humains, et avec ma manière de recevoir les situations qui se dévoilent en face de moi, au fil et à mesure que je vis ma vie. Donc sagesse et art de vivre. Donc de quelle vision, de quelle connaissance parle-t-on ici? Donc j'ai dit la connaissance de ce qui est. Mais ce qui est me paraît assez évident, nous paraît tous assez évident, a priori, n'est-ce pas? Ce qui est, ce sont toute cette multiplicité, tous ces différents éléments, ces arbres, ces nuages, cet espace, ce temps, ces différences culturelles entre les individus, ces différences que chacun de nous a en termes de capacité, de talent, ce qu'il porte d'unique et qu'il va manifester dans sa vie, c'est ça. Ce qui est la réalité nous semble être absolument évidente. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? La réalité, c'est ce qui s'offre à mon regard et qui s'est offert au regard de toute l'humanité depuis que l'humanité existe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous sommes vraiment éveillés à ce qui est? Est-ce que nous avons une vision de la vie et de la réalité qui correspond à ce qu'elle est? Donc c'est là que le Vedanta nous invite par une approche qui est une approche d'un questionnement, nous invite à examiner ces réalités de l'existence, que nous tenons pour allant de soi. Cette multiplicité, cette diversité, ce temps. Et un des volets de son examen de la nature de la réalité concerne la nature de la réalité de l'univers. L'univers qui est cette scène qui nous sert à chacun de nous, qui est la scène où nous évoluons, où nous éprouvons toutes ces souffrances, ces joies, et où nous inscrivons nos actions, cet univers, ces relations avec les gens. La nature de l'univers qui nous entoure. Donc un des volets de cet examen par le Vedanta de la nature de la réalité concerne la nature de l'univers. Un autre volet qui est également extrêmement important est celui que j'ai abordé hier à la conférence à Saint-Pierre, qui concerne l'examen de la nature de la réalité de l'individu. Donc je ne vais pas reprendre la conférence d'hier ici. En quelques mots, hier nous nous sommes interrogés sur est-ce que la conclusion que je suis juste un individu limité qui est né, qui va vivre sa vie et qui est mortel, qui va voir sa vie se terminer à un moment, après 70, 80, 90 ans, est-ce que cela est une réalité ou pas? Parce que la manière dont je vais me voir et la vision que j'aurai de moi-même va conditionner la manière dont je vais vivre ma vie. Ce volet, la nature de la réalité de l'individu, la nature de la réalité de l'univers. Aujourd'hui, on va s'attacher à examiner la nature de la réalité de l'univers et plus particulièrement la cause de l'univers. Est-ce qu'il y a une cause pour cet univers? Est-ce qu'il y a une cause? On ne part pas d'une réponse toute faite. Est-ce qu'il y a une cause?
Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que l'approche du Vedanta est de dire, ok, il y a un univers, est-ce qu'il a une cause? Et s'il y a une cause, quelle pourrait être sa nature? Et en quoi ma connaissance de la nature de cette cause, de l'univers, va déterminer, va influencer, va gouverner, va me faire changer de perspective de la manière dont je vais vivre ma vie. Parce qu'après tout, on n'est pas dans une démarche de celle d'un physicien, d'un astrophysicien, ou de la physique quantique. Ce qui nous intéresse ici avant tout, c'est la manière dont cela peut changer ma vie. Donc maintenant, abordons l'examen de la nature de cette cause de l'univers. La méthode que va employer le Vedanta est de prendre est-ce que vous pouvez me donner la lampe qui est là, s'il vous plaît? Quelle est la nature de l'univers? Et est-ce qu'on peut trouver dans cet univers, est-ce qu'on pourra essayer de voir quelle est cette cause? Ou d'essayer, par l'effet qui est cet univers, d'essayer de remonter à la cause. C'est ça la démarche. Essayer de voir en examinant nos objets de tous les jours. On n'est pas dans une abstraction. Prenons cet objet. D'accord? Donc cet objet est une lampe qui doit être, disons qu'elle est en cuivre. Okay. Je pense que c'est un alliage, mais pour simplifier, disons que c'est une lampe en cuivre. Quand je dis que c'est une lampe en cuivre, il semble que je dise que l'objet, la réalité de cet objet, c'est que c'est une lampe. Et cuivre est un qualificatif, est un attribut de cette lampe. Je dis une lampe en cuivre. Cette lampe aurait pu être en un autre matériau. Donc je qualifie cet objet qui est une lampe en disant c'est une lampe en cuivre. Donc ce qui est l'objet semble être la lampe, et ce qui est un adjectif qui qualifie cet objet est le cuivre. Est-ce que c'est juste? Vous voyez l'orientation de notre langage courant. C'est extraordinaire. Ça, c'était une lampe en cuivre. Moi, je vous dis non, c'est du cuivre. Si vous enlevez le cuivre de cette lampe, il n'y a plus de lampe. En fait, c'est du cuivre sous la forme d'une lampe. Si on voulait vraiment être précis dans notre manière de désigner cet objet, il faut inverser le rapport qu'on a nom-adjectif qui sous-tend notre langage habituel. Donc maintenant on arrive à la conclusion que sans cuivre, cette lampe n'existe pas. Donc il semblerait que la réalité ou la cause de cette lampe est du cuivre. Qu'est-ce que c'est que le cuivre? Alors c'est des cuivres, c'est des alliages de cuivre, je le disais. Donc de cuivre, ça va être des molécules qui sont elles-mêmes constituées de différents atomes à la fois de cuivre et d'autres éléments métalliques. Donc le cuivre lui-même est constitué d'atomes. Les atomes de cuivre eux-mêmes sont constitués de quoi? D'accord? Des électrons, un noyau, etc. Donc, vous voyez que quand on examine la nature de cet objet, ce simple objet, et qu'on essaie de s'interroger sur qu'est-ce qui est le plus fondamental dans cet objet, on est en train de dire, voilà, cette lampe, finalement, ce sont des molécules, un alliage de différents atomes, dont du cuivre. Le cuivre lui-même est fait d'électrons et d'un noyau. Le noyau lui-même est fait de différentes particules, etc.
Donc on a un nom pour cet objet qui était à l'origine lampe. Et à l'intérieur de ce nom, qui est une lampe, on arrive maintenant à d'autres noms. Donc à l'intérieur de ce nom, nous avons d'autres noms. Et à nouveau, un autre nom. Et d'autres noms. Et d'autres noms. Et d'autres noms. Mais quelle est vraiment la réalité de cet objet? Nom, à l'intérieur de nom, à l'intérieur de nom, à l'intérieur de nom, pour certaines formes, qui elles-mêmes, donc une forme, une lampe, qui elle-même contient d'autres formes, qui elle-même se réfère ou dont la réalité est déterminée par d'autres formes, d'autres formes, d'autres formes, d'autres formes, d'autres formes. Donc on a des noms et des formes à l'intérieur de noms et de formes, de noms et de formes, de noms et de formes. Donc cet objet qui a l'air si solide et tangible, donc là la physique moderne est en fait l'homme de tous les jours, et donc l'homme moderne que nous sommes avec notre éducation, sera d'accord pour dire, c'est vrai qu'il y a une certaine réalité à cet objet, mais quand on examine de manière plus fondamentale quelle est sa réalité, on arrive à quelque chose qui se dérobe à notre saisie, qui se dérobe à notre compréhension. Prenez par exemple une planète. Le même exercice appliqué à un autre objet, une planète. Qu'est-ce que c'est qu'une planète ? On pense qu'un objet, le nom planète, se réfère à un objet qui est un objet tangible, qui est un objet solide, un objet que je peux absolument décrire et appréhender de manière catégorique et claire. Qu'est-ce que c'est qu'une planète? Tout le monde sait ce que c'est qu'une planète. Et c'est vrai que le mot de planète se réfère à quelque chose. Mais quand on examine de quoi est fait une planète, la Terre est faite de quoi? D'une écorce et d'un cœur en fusion. L'écorce elle-même, différentes plaques. D'accord? Donc vous voyez, le nom planète. Qu'est-ce qu'une planète? Alors, écorce, cœur en fusion. Bon. Donc, la planète n'est ni l'écorce, ni le cœur en fusion. Okay? Alors, qu'est-ce que c'est que cette planète? Bon, examinons maintenant, qu'est-ce que c'est que l'écorce? Ces plaques tectoniques. Alors, constituent des continents. Les continents eux-mêmes supportent la vie sur la Terre, la végétation, etc. Donc vous voyez que je suis parti d'un simple mot, un nom, planète, qui nous semble se référer à quelque chose d'immédiatement clair, un objet solide et tangible, et qu'est-ce qu'on voit? Ce nom, ce mot, cède la place ou s'emboîte à l'intérieur de d'autres noms et d'autres mots. Planète, écorce, plaques tectoniques, différentes montagnes, les rivières, la végétation, etc., etc. Et après, chacun des éléments, si vous les examinez, un rocher ou une rivière, qu'est-ce que c'est qu'une rivière? Qu'est-ce que c'est qu'une rivière? Tout le monde sait ce que c'est qu'une rivière. Maintenant, attachons-nous à examiner qu'est-ce que c'est qu'une rivière. Une rivière est encadrée par des berges. Et il y a de l'eau. Et c'est de l'eau qui est en mouvement. Donc rivière, à nouveau, se réfère à d'autres mots, d'autres noms, à l'intérieur d'autres noms, à l'intérieur d'autres noms, à l'intérieur d'autres noms. Quoi que je prenne, quel que soit l'objet que je prenne dans l'univers, perd de sa solidité, de sa tangibilité, et peut être réduit de manière successive, et en fait n'est fait que de noms à l'intérieur de noms, à l'intérieur d'autres noms, à l'intérieur d'autres noms, sans que je puisse arriver à quoi? Au constituant ultime de cet univers ou de cet objet. D'accord? En fait, c'est comme si on allait de ce qui est le plus grossier, le plus physique, et plus on avance dans cet emboîtement de noms et de formes, plus on arrive dans du domaine de choses qui sont de plus en plus subtiles, qui perdent de leur tangibilité, et qui deviennent quoi? Quelque chose qui devient des concepts, juste des mots. Mais des mots qui se réfèrent à des formes, des mots qui se réfèrent à certaines fonctions, ou certains attributs qu'ont ces objets.
Alors le Vedanta a une réponse qui va au-delà de ce à quoi aboutissent, puisque les physiciens, la physique moderne n'aboutit à rien. Pour l'instant, elle dit, c'est des équations mathématiques, la matière est constituée de particules dont la durée de vie est 10 puissance moins 5 ou moins 10 ou moins 20 secondes, et l'ensemble de toutes ces particules qui constituent cet univers, cette salle ici où nous sommes, et aussi mon corps humain, sont des particules, tout le temps en mouvement. Et des particules qui ont une durée de vie extrêmement faible. Mais l'assemblage de toutes ces particules, qui se constituent en tant que noyau, atome, molécule. Cet assemblage de molécules qui ensuite devient un objet avec des contours plus solides, plus tangibles, comme cette lampe en cuivre. Alors qu'est-ce qui fait que tout ça est possible? Qu'à tous ces niveaux, je parle de niveaux qui sont en fait que des noms, d'accord? Des noms pour certaines réalités qu'on désigne par certains noms particuliers. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous faire montrer, de vous faire voir? C'est ça l'approche du Vedanta. De vous faire voir, d'essayer de vous faire voir quelque chose qui est ici. De vous montrer que à tous les niveaux, ces niveaux entre guillemets, à tous les niveaux, il y a une présence d'une formidable intelligence, d'un formidable pouvoir. Pour ceux qui connaissent un peu de sanskrit ici, je sais qu'il y en a quelques-uns qui étudient ici, Sarvagnaha et Sarvashaktiman. Une intelligence infinie, illimitée, Sarvagnaha, une connaissance. Imaginez la somme de connaissances qui est nécessaire juste pour cette lampe, pour faire que cette lampe soit ce qu'elle est, pour que ces particules qui constituent cette lampe s'assemblent, soient assemblées dans cet objet-là, qui tiennent au niveau des forces nucléaires, faibles, fortes, électromagnétiques, etc., la force de la gravité, et que tout ça soit agencé et prenne une forme qui a la forme qu'on peut observer. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre a cette forme, a cette hauteur, qu'un manguier ne pourra pas dépasser 20 mètres de haut ou 15 mètres de haut? Comment se fait-il qu'un manguier ne donne que des mangues? Vous allez me dire des gènes. Qu'est-ce qui fait que les gènes de la mangue, quand vous plantez une graine de manguier, ne donnent qu'un manguier, un arbre qui soit un manguier? Il y a une intelligence qui est présente au cœur même de cette graine, qui code et qui a toute l'information nécessaire pour que cette graine puisse donner naissance à un arbre qui ne sera qu'un manguier. Une graine de manguier ne va pas donner naissance à un jacquier ou un chikou. Donc cette intelligence n'est pas uniquement au niveau des gènes, n'est pas au niveau des molécules, des atomes. Elle est à chacun des niveaux de la manifestation de cet univers. Alors comment comprendre ça? Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'on n'est pas dans une démarche où il y a l'univers et il y a une espèce de cause tout au fond et très profond dans l'univers, quelque chose qui est insaisissable, qui est tout petit et qui est infimement ou qui est infime et qui est extrêmement subtil, qui se dérobe à nos regards et qui est tout au fond. Tapis au cœur de la matière et au cœur de l'univers, il y a quelque chose. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que cette intelligence et ce pouvoir qui fait manifester tous ces noms et ces formes dans l'univers est présente partout. Pas juste au niveau des particules. Il y a des lois qui régissent la manière dont les particules se comportent. Les lois de la physique quantique. Il y a des lois qui régissent le comportement des atomes et des molécules. Là, on est dans la physique atomique. Molécules, on est dans le domaine des lois de la chimie.